Il s'agit vraiment de se dépouiller de toute connotation qu'on a face à n'importe quel. Donc, il s'agisse de la solitude, de l'amour, de l'égoïsme, peu importe. Il faut vraiment revoir les choses à travers notre propre structure énergétique. Sinon, nous restons confinés dans des systèmes de croyances que nous n'avons pas choisis, que nous avons hérités. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Nasrine Reza, accompagnatrice, conférencière, auteure, chanteuse, créatrice de la méthode appelée Nutri-Émotion, passionnée par le bien-être, la santé, la spiritualité, la science, mais également hautement sensible. Bonjour Nasrine et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour très cher Mathieu, je suis ravie d'être parmi toi, nous tous ceux qui nous regardent, et j'ai hâte de faire ce voyage avec toi. Eh ben, ravi de t'accueillir. J'ai cité beaucoup de casquettes et d'étiquettes te concernant, mais le tout étant plus que la somme des parties, cela met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourrait en donner beaucoup d'autres sans pour autant parvenir à te cerner totalement. Ce qui est, tu en conviendras, une très bonne chose. J'aimerais également présenter Gaëtan qui sera en régie durant toute l'émission. Nous allons commencer, si tu veux bien Nasrine, par explorer ensemble ce que j'ai baptisé les 3 étapes. Je vais les résumer brièvement, puis nous développerons ce qu'elles peuvent bien représenter ou non dans ton parcours de vie. Donc ce que j'ai appelé l'étape 1, c'est celle du décalage total, où on se demande bien ce qu'on fout là. On se sent seul, potentiellement fou, puisque soit le monde est fou, soit c'est nous qui sommes fous, et pour résumer ça, généralement on dit qu'on se sent extraterrestre. L'étape 2, c'est celle où une ou plusieurs étiquettes viennent se coller sur le front d'une personne pour expliquer ce décalage de façon rationnelle et plus ou moins scientifique. À ce moment-là, on change de paradigme puisqu'on se sent pas seul, pas fou, mais bien extraterrestre à l'endroit où on fait partie d'une tribu d'extraterrestres nommés hypersensibles, surdoués, autistes et j'en passe. Et l'étape 3, qui est la plus intéressante à mon sens, c'est celle où on se demande ce qu'on va faire de tout ça. Et ma question est la suivante, est-ce qu'à ce moment-là, une fois qu'on a rencontré ces étiquettes, ce n'est pas le moment de réhumaniser son extraterrestre, d'accepter son appartenance à l'humanité pour enfin arriver à une paix à l'intérieur de soi et en la partageant avec les autres? Voilà, j'ai fini mon intro. Et je voudrais passer à ma première question pour toi, Nasrine. Est-ce que tu as déjà utilisé le terme d'extraterrestre pour t'auto-qualifier? Alors, très cher Mathieu, ce n'est pas mon étiquette, c'est une qui m'a été apposée dès mon plus jeune âge. Donc, pour finir, voilà, je m'y suis habituée. Ok. Est-ce que c'est une étiquette qui, dans un premier temps, comme elle t'a été attribuée, tu dis tu t'y es habitué, mais dans un premier temps, comment c'était pour toi d'être qualifié de la sorte? C'était très, très, très étrange parce que je pensais initialement que être extraterrestre est au fond une normalité. Mais j'ai compris par la suite que ça a été, ou que dans la pensée collective, les choses sont vues à l'envers. On y reviendra sans doute sur ce fait de voir les choses à l'envers, j'imagine. À mes yeux, en tout cas, tu es une humaine flamboyante et simultanément, tu sembles très distancée de ton appartenance à l'humanité. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Est-ce que tu trouves que ma remarque est juste? Et comment tu me l'expliquerais? Je trouve que ta remarque est très intéressante. Distancée, certes, parce que je ne me suis jamais prise. Quand je dis je ne me réfère pas à Nasrine, mais à une conscience impersonnelle, on pourrait dire ça comme ça, et qui se trouve à l'arrière-plan, si on veut mettre des mots, de cet être humain qui est Nasrine. Donc, cette conscience impersonnelle ne s'est jamais confondue avec cet être humain. Et donc, il y a toujours eu quelque part de la difficulté à accueillir aussi cette réalité si complètement. Okay. Et de ce fait, oui, en effet, les gens, quand ils m'observent ou les retours que je reçois à mon sujet, il y a souvent ce mot qui revient, cette distance, l'observation, voilà, une énergie qui a beaucoup de recul sur ce qui se donne ici, dans la sphère humaine. Je ne me sens pas pour autant inhumaine parce que l'humain Nasrine a accueilli aussi cette part
de conscience impersonnelle en lui-même. Et donc, il y a un merveilleux mariage qui s'est créé à un moment donné. Donc, je suis autant ceci que cela, ou ni ceci ni cela, ça revient à la même chose. Est-ce que ça voudrait dire que tu pourrais me dire ce que pense cette conscience impersonnelle de l'humaine Nasrine et inversement? Alors, on ne peut pas partir du postulat que la conscience impersonnelle est dépensée parce que l'idée d'une personne est absente dans cette énergie qu'est la conscience impersonnelle. Il s'agit plutôt d'un espace et qui possède plusieurs ramifications et cet espace remplit toutes ces ramifications. Un peu comme j'aime prendre l'image d'une pieuvre en fait. Et la tête de la pieuvre serait la conscience impersonnelle, si on peut l'imaginer comme ça. Et donc tous ces bras ou le bout du bras vraiment serait quelque part Nasrine, l'être humain. Donc je ne peux pas parler de pensée au niveau du centre lui-même. Je peux seulement me faire une idée en tant qu'être humain de ce qu'est cette conscience impersonnelle, bien que tout ce que je pourrais dire à son sujet est fondamentalement faux parce que ça dépasse la dualité. Mais sans dualité, je ne peux pas m'exprimer ici. Il est là le grand paradoxe. Donc les choses se rejoignent ou sont la même chose fondamentalement, mais elles ne peuvent pas être exprimées plus que tant en mots. Donc la conscience impersonnelle ne pense pas, elle est. Ouais. Je reçois ce que tu me dis avec d'autant plus d'enthousiasme que cette image que tu viens de citer de la pieuvre, il y a moins d'une semaine, je l'utilisais pour exprimer exactement la même chose que toi. Ça me fait, tu sais, on aime bien les moments comme ça de coïncidence. Il y a tout mon être qui fait oui, de façon complètement pas du tout rationnelle ni raisonnable, mais je m'en fiche. Ça me fait plaisir que cette image-là soit partagée d'une certaine façon. Une autre question pour toi, est-ce que les 3 étapes que j'ai citées plus haut te parlent à titre personnel ou pas du tout? Oui, me parle quand même. Certes, l'idée de ne pas savoir ce qu'on fait ici, de se sentir extraterrestre, Nasrine l'a vécu de près. Aujourd'hui, cette étiquette a été accueillie, donc il n'y a plus de lutte en fait, parce que dès l'instant où on accueille l'étiquette qui nous est apposée, ce n'est pas pour rien que le monde manifestait le fait par le biais des rencontres, etc. Donc, une fois qu'on accueille aussi cette étiquette, il nous est possible d'aller sonder ce qu'elle contient, plus précisément ce qui fait de nous, quelque part, un être unique en son genre. Donc, on est un bras spécifique de cette pieuvre. Et je crois qu'il serait dommage de ne pas se pencher davantage là-dessus, sur cette étiquette et sur tout l'univers qu'elle contient, qui est un être pour moi à part entier, qui est doté de multiples facettes. Donc, ce que tu as dit là en introduction, ces 3 étapes résonnent fondamentalement pour Nasrine, pas pour la conscience impersonnelle, mais pour Nasrine. Ok. Merci pour ça. Et c'est vrai qu'il y a cette pirouette que tu fais qui n'a jamais encore été faite sur cette chaîne et du coup je te remercie d'autant plus parce que on pourrait généralement quand on parle des étiquettes on parle de caractéristiques et comme on est au premier degré dans notre humain, eh ben on considère pas l'être humain comme une étiquette et toi tu viens de faire ça et je trouve ça savoureux. En tout Le sujet de notre échange aujourd'hui, c'est pas l'hypersensibilité au sens où j'ai pu l'aborder avec Pierrick Martinez ou Saverio Tomasella qu'on a déjà reçu sur cette chaîne, mais tu parles d'une capacité que tu as depuis toujours à sentir ce qui se passe pour les autres. Comment nommes-tu cette capacité et est-ce que tu pourrais nous en toucher 2 mots? Avec grand plaisir, Mathieu. Cette capacité n'est pas un pouvoir extraordinaire comme souvent les gens se l'imaginent. Cette capacité que j'appelle l'intuition, la télépathie, la clairvoyance, la médiumnité, enfin tout ce qui est de ce registre de l'invisible est pour moi totalement commun à l'être humain. Donc l'hypersensibilité, tu as évoqué ce mot-là avant, tu sais, j'aimerais juste faire une petite parenthèse, Mathieu, parce que je reçois souvent des personnes dans mes séminaires ou dans mes consultations et qui me parlent de cette hypersensibilité qui les fait tant souffrir
Et quand je leur demande, mais hypersensible par rapport à qui ou à quoi, c'est là où l'hypersensibilité s'effondre un peu, ou l'idée s'effondre. Donc, ce que je veux mettre là en lumière, c'est que bien que nous soyons tous dotés d'une grande sensibilité, celle-ci passe par un filtre qui nous est propre dans cette dualité-ci. Donc, ta structure énergétique est propre à toi et on ne trouvera pas cette empreinte énergétique ailleurs qu'en toi-même. Donc, cette sensibilité, elle va s'exprimer d'une certaine façon à travers toi et d'une autre façon à travers moi. Maintenant, justement, lorsque on est dans cet état d'accueil aussi face à ce qui constitue cet être humain, il nous est possible de mettre en lumière cette sensibilité, qui n'est pas une hyper ou une hypo-sensibilité, mais juste une sensibilité. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Est-ce que j'ai dévié, très cher Mathieu? Non, non, c'est très bien et de toute façon, quand je te pose des questions, t'as le droit d'aller où tu veux. Le but du jeu, justement, c'est de découvrir ton empreinte à toi. Évidemment, dans une danse avec la mienne, puisque c'est moi qui me trouve en face de toi, mais en t'accueillant, je fais la place le plus possible à la tienne et c'est ça qui me réjouit. C'est le but de cet entretien. Donc, comme nous avons peu de temps pour échanger et que tu as déjà abordé plusieurs fois dans d'autres vidéos le début de ton parcours, j'aimerais savoir si ce que j'ai baptisé l'étape 2 te parle ou non. En fait, en quelques mots, qu'est-ce qui t'a autorisé à vivre ta singularité au grand jour sans redouter la solitude, les jugements, la folie et le vertige? Et ce qui m'a permis de la vivre complètement, c'est ce pouvoir d'accueil auquel je me réfère si souvent. C'est le fait de se résigner complètement, parce qu'aussi, quelque part, toutes nos énergies de lutte ont été épuisées, parfois d'en arriver à ce stade, pour ne plus pouvoir contrer cette énergie qui est la nôtre. Donc, c'est en accueillant fondamentalement l'unicité qu'il m'a été possible après vraiment de pouvoir créer, entre guillemets, la vie que j'ai aujourd'hui. Donc, on passe toujours par ce processus d'accueil systématiquement parce que dans la vie qui est comme un vaste océan et qui est donc faite d'innombrables vagues, chaque vague à un moment donné atteint son point d'apogée, son point de saturation. Donc, on le veuille ou non, l'accueil est propre aussi à l'humain. C'est comme ça qu'il est né et heureusement que ce pouvoir d'accueil l'habite à chaque instant. C'est ce qui nous permet justement de mettre en lumière nos multiples potentiels. Donc, fondamentalement, ça passe vraiment par ce processus d'accueil. Et à travers celui-ci, après, tout ce qui est de l'ordre de la culpabilité, tout ce qui est de l'ordre surtout de la comparaison, toutes ces choses-là, finalement, perdent leur importance, voire se retrouvent dissoutes à travers un esprit qui est beaucoup plus détaché aussi. Le pouvoir de l'accueil nous permet d'être très sceptiques par rapport au conditionnement que nous avons hérité par la conscience ou la pensée dite collective. Merci pour ça. Et du coup, je me dis, là, dans ce que tu viens de me dire, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est rapprocher d'une certaine façon le mot d'accueil avec le mot de résignation, qui a plutôt une valence négative habituellement dans la façon dont on peut l'entendre. Donc, la résignation, pour toi, c'est positif? Absolument. Oui. Okay. Ça a une valeur absolument positive. Parce que finalement, si j'observe la vie avec un peu de recul, j'observe que l'être humain est au milieu de ce vaste océan qu'est la vie. Il a beau se dire, parce qu'il vit la vie à travers une forte dualité, chacun a son propre degré de dualité, mais il a beau se dire, je peux éviter telle vague, mais on ne le peut pas fondamentalement, parce qu'on est baigné dans une énergie qui orchestre ces mouvements et qui nous porte avec grâce si on se résigne au mouvement. Si je me résigne à la vague qui m'apparaît maintenant, là seulement je peux découvrir où est-ce qu'elle va m'amener. S'il n'y a pas de résignation, je risque de stagner, c'est faux de le dire comme ça, mais peut-être de rester bloqué, figé dans la situation dans laquelle je me trouve et qui, par moments, peut terriblement me faire souffrir aussi. Donc la résignation est vraiment une voie de libération. En fait, son pendant, ce serait l'obstination pour toi? En face, l'énergie contraire? Ah oui, on pourrait dire ça.
On pourrait dire ça, Ok. mais les deux énergies, puisqu'on est dans un monde duel, les deux énergies sont nécessaires. Donc le pouvoir de l'accueil n'exclut pas l'obstination. Le pouvoir de l'accueil dit oui aussi à l'obstination. Elle est nécessaire pour faire croître la vague, pour que je puisse atteindre plus rapidement même ce point d'apogée, ce point de saturation. Ok. Ouais, super. Et d'ailleurs, ma question suivante est un peu en retard par rapport à la façon dont on débute cet entretien. T'as été plus vite que moi. J'allais te dire, pour moi, oser sa singularité, c'est avoir conscience d'être seul au monde. Et donc, qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Oui, je dis souvent, il n'y a que toi dans tout ce que tu perçois. Je comprends à travers ce que tu dis, ce vers quoi tu veux pointer quand tu parles de cette solitude. En effet, nous sommes des êtres uniques au monde et notre manière d'aborder le monde manifesté, même le fait de se retrouver face à ce monde manifesté peut vraiment amener à ce sentiment de solitude. On est seul, en effet. On peut recevoir des conseils, des béquilles, mais c'est nous qui marchons. C'est nous qui devons marcher. Nous marchons seuls, du début à la fin, dans cette sphère-ci. Ouais. Et justement, j'avais une question plus pratique, parce que j'ai beau avoir compris ça, à titre personnel, j'éprouve encore aujourd'hui une certaine gêne lorsque je suis en présence en étant seul. Les moments de balade en solitaire, par exemple, sont pour moi un mélange de stress et de joie imbriquée. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les gens qui, comme moi, ont du mal à être en présence seul? Alors, je crois qu'il est toujours important, a priori, de s'entretenir avec un terme comme la solitude, l'anxiété, parce que nous avons contextualisé, ou ces mots ont été contextualisés par un conditionnement collectif. Il y a donc souvent des connotations négatives ou positives. Et donc, nous avons des penchants naturels, mais qui ne sont pas forcément les nôtres et qui nous poussent à aller plutôt vers ou essayent de nous empêcher d'aller vers cette solitude. Donc, je crois qu'il est a priori important de prendre ce mot, la solitude, et de s'asseoir quelque part avec elle et déjà d'observer c'est quoi la solitude pour moi, Mathieu, pour ma structure énergétique, comment est-ce que ce mot résonne. Ça, pour moi, c'est la toute première étape. Avant d'aller mettre quoi que ce soit en pratique, ce sera vraiment déjà de s'asseoir avec ce mot. Et puis aussi d'observer peut-être la chose suivante, c'est que il y a, du moins, pour ce que j'ai pu observer, une connotation assez négative par rapport à la solitude. Pourtant, la solitude est une précieuse alliée parce que elle nous permet, pour moi en tout cas, nos plus belles révélations. Donc, la solitude veut dire quoi fondamentalement pour moi? Ça veut dire être complètement disposé et disponible intérieurement. La solitude, au fait, est un pont entre ce que je suis, peu importe ce que cela englobe, et ce qu'est ce monde manifesté ou ce que j'expérimente à un moment donné dans ce monde manifesté à travers mon corps, mon mental ou mon système émotionnel. Donc, elle crée vraiment ce pont entre moi et moi-même, moi et le monde. Et si je veux comprendre comment je, en tant que singularité, s'y fonctionne, et si je veux comprendre la relation que j'entretiens aussi avec le monde, il me faut être dans cette énergie qui est la solitude. Donc pour moi, la solitude, c'est un pont. C'est pas quelque chose qui isole. La solitude ne veut pas dire que je suis coupée du monde. La solitude me permet d'avoir un pont, une relation bien plus ancrée et solide avec ce que je suis. Et quand cette relation est là, alors je peux m'ouvrir davantage au monde encore. Donc la prochaine fois que, je sais pas, lorsque tu vas te promener, très cher Mathieu, peut-être tu peux prendre cette solitude avec toi et lui dire, à travers cette promenade, au fait, on va pouvoir discuter ensemble. Tu vas pouvoir me dire, en quoi est-ce que tu peux m'aider dans mon cheminement ici en tant qu'être humain? Qu'est-ce que tu as à m'apporter comme message, très chère solitude? Donc ce serait là mon invitation. Mais avant tout, il s'agit vraiment de se dépouiller de toute connotation qu'on a face à n'importe quel, donc qu'il s'agisse de la solitude, de l'amour, de l'égoïsme, peu importe.
Il faut vraiment revoir les choses à travers notre propre structure énergétique. Sinon, nous restons confinés dans des systèmes de croyances que nous n'avons pas choisis, que nous avons hérités. Très intéressant. Du coup, oui, ça pousse au dialogue intérieur avec pour but de découvrir derrière ce qu'on sait déjà, qui est plutôt aiguillé par plusieurs automatismes et c'est multifactoriel évidemment. Et je pense qu'à l'intérieur de l'avis qu'on a déjà sur les choses, on a un truc qui pointe qui est déjà relié à cette solitude. Et le fait d'ouvrir le dialogue avec uniquement ce point-là, ça permet d'élargir. Je sais pas si tu me suis Oui, dans ce que j'exprime, mais en gros, je sens ton conseil de cette façon-là. oui. Et merci pour ça, vraiment. Et puis au-delà de ce conseil, je sais que par ailleurs, bah, tu pratiques le chant. Et j'aimerais te dire à quel point, justement, mon plaisir aujourd'hui, il y a évidemment d'avoir écouté ton travail et de l'avoir suivi depuis un moment, d'avoir lu aussi tes ouvrages, les livres d'ailleurs qu'on pourra retrouver en description sous la vidéo. Et aussi, c'est la musique que tu fais même quand tu ne chantes pas, puisque quand tu as un phrasé très particulier que j'apprécie particulièrement, qui est une musique en soi. Je sais pas si on t'a déjà fait ce retour, j'imagine que oui, mais je me permets de le faire parce que je trouve ça vraiment, quand tu parles de singularité, même dans ton phrasé, même dans ta façon d'incarner ça, il y a de toute façon ça qui est là. On ne peut pas en faire l'économie, ou alors il faudrait vraiment vouloir le faire vraiment très fort. Bref, cette petite Merci. cette petite remarque étant placée, je reviens à une question que j'avais écrite et je m'étais dit oser sa singularité, c'est aussi, je crois, accéder à sa propre multiplicité. La multiplicité est un sujet qui me tient à cœur dans ma façon de me considérer aujourd'hui, mais également dans ma façon d'accueillir les gens en séance. Et que représente ce mot de multiplicité pour toi dans ton rapport à toi et dans ton rapport à l'autre? Multiplicité. Ça donne tellement d'espace, ce terme-là, tu vois, quand je le mets en contact avec ma structure énergétique, ça donne beaucoup d'oxygène. Multiplicité, pourquoi? Parce qu'en effet, pour moi, nous sommes tous des êtres dotés de multiples facettes. Je crois qu'une vie ne suffirait pas d'ailleurs pour pouvoir mettre en lumière toutes ces facettes. Mais une fois que nous sommes dans cet état, comme je le disais, dans cet état d'accueil et de résignation, nous créons un terrain intérieur propice à l'éclosion de ces multiples facettes. Je trouve que, tu sais, souvent les gens ont parfois tendance, je dirais, à s'accrocher à certaines étiquettes, parce que le conditionnement collectif a déterminé que ces étiquettes étaient hautement précieuses, la gentillesse, l'empathie, l'écoute de l'autre, etc., etc., non à l'égoïsme. Et lorsque on remet en question toutes ces étiquettes qui nous ont été apposées par le conditionnement collectif, ben, toutes ces étiquettes finalement tombent. Ces étiquettes, à travers quelque part cette libération, on se retrouve dans un espace qui est libre de toute connotation, où ce qui est juste et bon pour nous maintenant peut devenir complètement faux l'instant d'après. On arrive intérieurement à être libre, à être imprévisible, à être incernable, peut-être même fou. J'ai vraiment envie de l'exprimer comme ça parce que quand on goûte vraiment à toutes ces multiples facettes, c'est parfois difficile pour l'autre parce qu'il ne sait pas sur quelle étiquette se reposer. Il ne va pas pouvoir dire de Mathieu il est gentil parce que Mathieu paraît gentil maintenant, mais 5 minutes après, il paraît peut-être le contraire. Et donc l'autre ne comprendra pas que cela est dû à cette liberté d'être et qui ne peut être confinée par des étiquettes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque nous nous donnons le droit de remettre les choses en question, alors seulement toutes ces multiples facettes se présentent à nous. Seulement alors il est possible de les mettre concrètement en place et de les incarner dans ce plan-ci. Et pour moi, c'est quelque part une expression de l'amour, un amour sans raison. Donc, je peux aussi avoir une relation avec quelqu'un et qui ne soit pas basée sur ces étiquettes, mais sur un amour libre et sans raison. Donc, la danse est d'autant plus belle lorsque nous mettons en lumière toutes ces multiples facettes. Mmh.
Ouais, merci pour ça. J'ai envie d'ajouter deux choses. J'espère que je les ai pas perdues. Mais la première chose, c'est ce besoin de cohérence dont on se martèle soi-même et dont on est martelé pour justement être prévisible, de manière à ce que les gens se sentent en sécurité et moins perdus face à notre présence. Donc on a un besoin de cohérence qui, quelque part, est intergénéré, j'ai envie de dire, je sais pas, c'est pas un mot qui existe, mais tu vois ce que je veux dire, et Oui, de dire que c'est vouloir tenir la cohérence dans ses mains, c'est vouloir la maîtriser pour moi, alors que si on élargit le truc au fait que bah, je serai toujours Mathieu quoi que je fasse, la cohérence elle est déjà là, et que donc du coup ça ouvre l'espace comme tu disais, ça apporte de l'oxygène à l'intérieur. vraiment. Et la deuxième chose que j'ai envie d'ajouter, c'est aussi une clé que je livre souvent en séance et puis qui m'a été d'une aide vraiment incommensurable, c'est ce fait de se dire qu'à partir du moment où on vit dans une réalité où on accepte qu'il y ait des contradictions, des vérités contradictoires mais qui coexistent, que ce soit à l'intérieur de soi ou à l'extérieur de soi, il y a une possibilité de paix plus grande puisque sinon il y a une seule version du réel qui est à défendre, comme pour la cohérence juste avant. Et à ce moment-là, on est toujours sur le qui-vive pour défendre en fait cette vision des choses parce qu'on y est identifié et donc du coup on aura du mal à s'en dépêtrer parce qu'on est toujours occupé à la défendre et ça prend une place Oui. folle. Et quand on arrête d'être sur le qui-vive à cet endroit-là, j'ai l'impression qu'il y a tout un espace qui se libère et un espace de créativité et de découverte de soi et des autres assez merveilleux. Voilà ce qui me venait. Waouh. C'est merveilleux, Mathieu, c'est vraiment, ça apporte à nouveau tellement d'oxygène, ce que tu as dit. Euh, Ben, merci. la cohérence. Non, vraiment, je trouve ça assez, je me délecte. Merci à toi. Et ben c'est partagé. Je passe à ma question d'après du coup. Je me dis que la joie omniprésente justement n'est pas possible sur le plan humain et pourtant de nombreuses personnes rêvent d'atteindre cette chimère. Est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen pour vivre un sentiment d'échec au quotidien selon toi? Oui, on pourrait tout à fait formuler ça de cette manière. Euh, la paix omniprésente. Peu importe que ce soit la paix omniprésente ou la joie omniprésente. L'omniprésent ici dans cette sphère humaine n'est pas possible puisque c'est régi par ce mécanisme qu'on appelle la dualité. Donc on court après un fantôme fondamentalement. Et donc ça peut mettre les personnes hautement sous pression parce que, à nouveau, dans le conditionnement collectif, il a été inscrit à un moment donné que les choses pouvaient être permanentes ici. Et si on ne remet pas en question ces choses, alors nous nous retrouvons englués dans des mécanismes qui ne sont pas forcément propices à notre propre épanouissement. Et je suis toujours très surprise aussi par cette addiction qu'il y a au bien-être. Ça fait 20 ans que j'accompagne des personnes et que je fais des séminaires. Et ces 5 dernières années surtout, il y a, à travers ce qu'on me partage, ce qu'on me montre, ce que je découvre aussi, une telle addiction au bien-être qui finalement augmente l'état de stress, déshydrate le corps, nous met tellement sous pression. Il faut être bien, c'est devenu une obligation presque, alors que ça devrait être un état naturel. Et le bien-être, ce n'est pas l'exclusion de sentiments déplaisants, mais plutôt l'inclusion de tout ce qui est expérimenté à chaque instant. Je, je te rejoins encore. Quand est-ce qu'on va pas être d'accord, Nasrine? Je Ça ne me sais pas. préoccupe cette histoire. Il faudrait que tu vois, il faudrait que je me défende un peu et tout et que je dise non, t'as pas le droit. Oui, c'est vrai, Non, ça animerait plus la chose, ça animerait. Ah, Mathieu, t'as rien mince. compris. Il faut tu veux qu'on se fasse un clash pour buzzer au niveau de la vidéo? J'ai essayé. Non, on va passer, on va passer. Mais c'est drôle juste de l'évoquer. Justement, bah, là, on vient de parler de bien-être. Tu viens d'évoquer ce sujet. Est-ce que justement, là où les gens vont mettre une quête de bien-être ininterrompue, avec une soif qui ne peut pas avoir de fin, est-ce que toi, c'est là où tu mets la simplicité à la place? Et est-ce que tu peux nous toucher deux mots de la simplicité, puisque tu as l'air d'être une adepte de la simplicité, et ça me parle bien, et je suis sûr que ça va parler aux gens qui nous regardent. Oui, oui, il est vrai que c'est
La simplicité est comme un moteur pour cette structure énergétique-ci. La simplicité, dans le sens où je n'aime pas vraiment utiliser ce mot de confiance. Parce que, tu sais, souvent les gens, c'est comme pour la paix, la joie éternelle, on cherche la confiance aussi éternelle, omniprésente. Mais les choses deviennent simples et la vie devient donc fluide et naturellement harmonieuse lorsque je me repose sur elle. Hein, là, on parle de choses duelles. Hein, il y a comme s'il y avait quelqu'un qui pouvait se reposer. Donc, il y a l'être humain, on dira, qui peut se reposer sur la vie. Sur la vie, ça veut dire quoi plus concrètement? Ça veut dire sur l'intelligence de ce corps physique, qui a des milliards d'années d'expérience, de mémoire accumulée. Donc, c'est un être qui est hautement sophistiqué, qui contient énormément de connaissances et qui sait comment s'autogérer. De pouvoir s'appuyer sur ce grand sage qui est notre mental aussi, et qui n'est pas à confondre avec cette voix qui ne cesse de bavarder, ça c'est le conditionnement. Souvent, il y a une confusion là aussi, les gens confondent conditionnement avec le mental. Et puis aussi sur cette intelligence émotionnelle qui procure cette sensibilité et qui permet au fait à chacune des cellules du corps physique aussi de capter les choses qui proviennent de l'intuition, toutes ces facultés extrasensorielles. Donc, il s'agit fondamentalement de goûter à la vie parce que pour moi, la vie, enfin, pour cet être humain-ci, la vie est très courte. Alors, les complications, je ne vais pas les provoquer. S'il doit y avoir une complication, alors c'est qu'elle doit avoir lieu, mais je ne l'ai pas cherchée, je ne l'ai pas provoquée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si je me repose, si je m'abandonne complètement à l'intelligence qu'est ceci, la vie ne peut que devenir simple. Les choses deviennent évidentes. On comprend les choses, pas forcément toujours de manière rationnelle, mais de manière intuitive. C'est une compréhension beaucoup plus proche de nous que la compréhension rationnelle et logique. Ça, c'est quelque chose qu'on a acquis. Mais la compréhension intuitive, c'est quelque chose qui nous est donné. Donc, se simplifier la vie, comment? En accueillant. En accueillant ce qui se présente maintenant, que ce soit une douleur, peu importe la manifestation physique, psychique ou émotionnelle. Se dire, c'est ça, ok. Et s'il y a de la lutte, on accueille le fait qu'il y ait de la lutte. Comme ça, au moins, je permets à ce véhicule terrestre, à ce vaisseau spatial, de rester assoupli et de devenir un excellent surfeur et qui peut s'adonner aux multiples mouvements que lui offre la vie. C'est ça pour moi la simplicité. Donc, la simplicité s'acquiert quelque part lorsqu'on arrête de chercher. Lorsqu'on arrête de chercher notre mission de vie, lorsqu'on arrête de vouloir comprendre pourquoi nous sommes véritablement dans cette situation, pourquoi est-ce que nous souffrons encore, etc. Donc, la simplicité, c'est vraiment plus revenir à un état d'enfant. Un état d'enfant qui veut dire qu'il accueille ce qui est et qu'il ne veut pas comprendre pourquoi c'est comme c'est. Parce que s'il doit comprendre, l'intuition lui donnera l'information. Donc, vive la simplicité. Pour la résumer comme ça, brièvement. Ok. Et du coup, dans ce que tu évoques, je pense aux personnes qui mettent la rationalité au-dessus de tout et pour qui c'est un grand vertige d'imaginer que tout se vaut, puisque d'une certaine mesure, quand on est branché sur la rationalité comme valeur cardinale, quand on entend un discours comme le tien, on doit penser que tout est égal et que donc du coup ça fait très très peur puisqu'il n'y a plus de chose mieux qu'une autre et c'est compliqué d'emmagasiner cette information sans paniquer totalement. Quel discours tu aurais face à une personne qui serait dans ce positionnement-là? Je lui dirais, je l'inviterais à continuer vraiment, c'est là le choix de changer, à explorer complètement ce qu'est cette rationalité. D'où est-ce qu'elle provient? De quoi est-ce qu'elle est faite? Quels sont les mécanismes sous-jacents? Qu'est-ce qu'elle lui permet, cette rationalité? Qu'est-ce qu'elle permet à cette personne d'expérimenter? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut exclure quoi que ce soit. Je pense, mon invitation est d'utiliser tous ces outils que nous avons à disposition, à part égale dans l'idéal. C'est comme pour ce que j'appelle l'équipe terrestre ici, corps, mental, émotion. Je veux investir sur 100% d'énergie, 33,3 pour le corps, 33,3 pour le mental, et idem pour le système émotionnel. Idem pour les outils qu'on retrouve à l'intérieur de ces trois entités. Je ne veux pas forcément privilégier quelque chose, mais lorsque je vais sonder un espace où la rationalité, je veux vraiment la sonder en profondeur. Je veux utiliser mon esprit comme un scalpel et aller analyser ce qu'est la chose pour que je puisse véritablement me mettre en contact avec elle et en retirer tous les bénéfices.
Donc, je n'empêcherai en rien ces personnes à continuer à aller explorer ce côté très rationnel. Mais il faut aussi observer une chose, c'est que elle vit très bien aussi sa vie nocturne, cette personne qui est très rationnelle et qui peut observer le monde manifester durant son état de veille à travers sa rationalité, ce qui peut peut-être lui procurer un sentiment de sécurité aussi au passage. Mais elle vit aussi très bien sa vie nocturne. Elle rêve. Elle est dans un monde de rêve. Dans le monde de rêve, il n'y a pas de rationalité, n'est-ce pas? Donc, il faut aussi qu'elle s'aperçoive qu'elle peut vivre sans cet outil qu'est la rationalité, puisqu'elle le fait une fois chaque 24 heures, sans parler du sommeil profond, où là, il n'y a plus de personne et donc plus de rationalité. Donc, il faut aussi lui faire observer que ce n'est pas la réalité, c'est une réalité parmi tant d'autres, c'est un outil parmi tant d'autres, puisque sur 24 heures, elle va expérimenter des choses à travers d'autres supports. Et donc, il n'y a pas que la rationalité. Ok, entendu. Je me demande du coup, puisque je le pointais juste avant, mais est-ce que dans ta vision des choses, tout se vaut? C'est une vraie question pour moi. Est-ce que tout se vaut? Oui, absolument. Il n'y a rien à mettre sur un piédestal. Tout a la même valeur. Tout a la même valeur. Okay. Et je crois d'ailleurs que c'est quelque chose qui peut aussi, bien que je n'aspire pas à ça, mais ça peut aussi apaiser quelque part l'être humain. Que de savoir que ceci a la même valeur que cela. Que le travail, si on prend sa vie quotidienne, que le travail a la même valeur que sa vie de famille, etc., etc. Parce que dès l'instant où il donne trop de valeur à quelque chose, il se met sous pression. Ça génère énormément de stress. Donc, quand on met les choses à pied d'égalité, on nourrit les choses avec la même énergie. Je peux donc faire fructifier bon nombre de choses à ce moment-là que si j'arrose seulement une partie de mon jardin intérieur. Du coup, je me pose la question de est-ce que pour toi la notion de libre arbitre veut dire quelque chose et si oui, quoi? Non, ça ne. C'est peut-être radical de dire comme ça, mais le libre arbitre est propre à cette mécanique qu'on appelle la dualité. Donc, l'illusion de séparation. La dualité génère vraiment cette illusion de séparation. Sans celle-ci, il n'y aurait pas l'idée du libre arbitre, du choix d'incarnation, etc., etc. Mais je peux observer la vie à travers cet angle de vue, en me prenant surtout pour un être humain. Et c'est peut-être plus confortable pour l'être humain de se dire qu'il a un libre arbitre, qu'il peut choisir ce qui est juste et bon pour lui. Ça peut, lui donner peut-être plus de valeur ou un apaisement quelconque, mais aussi une certaine forme de responsabilité qui rime avec culpabilité. C'est toujours la dualité, de toute façon. Mais si j'observe la vie avec un peu plus de recul et que je m'identifie moins, entre guillemets, à Nasrine et que je vois Nasrine comme un tout qui fait partie ou qui est une expression de la vie, alors je peux seulement observer qu'il n'y a pas de mouvement qui soit séparé du mouvement de la vie elle-même. Donc, lorsque Nasrine est sur sa vague et que la vie pousse, la vague, ce n'est pas Nasrine qui décide d'aller dans cette direction, c'est la vie qui la pousse. Donc, cette illusion de séparation peut amener à un bon nombre de problèmes très illusoires, bien évidemment, quand on se croit incarné. Mais le libre arbitre, pour ceci ici, ne veut vraiment rien dire. Tout est orchestré par un mouvement que je ne peux pas séparer d'autre chose. Ok. Si malgré tout je tente quelque chose, je me dis qu'avec ce qu'on a déjà échangé, ce que je connais déjà de ton travail, est-ce que si je te disais le libre arbitre, c'est la liberté d'accueillir ou de ne pas accueillir, qu'est-ce que tu en penses? Non, je ne pense que ça n'existe pas non plus. La mécanique de la vie fait qu'à un moment donné, elle a besoin de lutte, elle a besoin de confrontation, elle a besoin de cette friction-là pour pouvoir générer quelque chose, pour pouvoir générer une émotion. Il y a véritablement besoin de cette friction, de cette dualité. Donc, même à ce niveau-là, le libre arbitre, pour moi, n'existe pas. Ok. Je vais laisser cheminer ce que tu viens de dire parce que instinctivement, j'étais pas là-dessus. Mais intéressant. Justement, j'ai d'autres questions de ce type-là pour toi d'ailleurs. La prochaine serait,
C'est quoi pour toi la souveraineté? Est-ce que ça existe également? Ce n'est pas un mot qui fait partie du vocabulaire de cette structure énergétique, vraiment. La souveraineté. Euh, ça ne résonne pas véritablement. Ok. Je t'avoue honnêtement. C'est ok, il n'y a pas de souci. C'est une réponse qui est tout à fait valable. Et, euh, et la suivante, après j'arrête avec les c'est quoi pour toi, mais j'aime bien de temps en temps avoir Ah une oui, petite c'est très une amusant. phase comme ça. C'est quoi pour toi l'objectivité? Est-ce que ça existe? Dans ce plan-ci, non. Euh, parce que tout passe par ce filtre que nous sommes. Pour pouvoir goûter à l'objectivité, pour moi, on devrait effacer complètement notre ego. Ego, je veux dire par ego, euh, l'illusion de séparation, et donc cette structure-ci, en fait, cette structure énergétique. Donc, dans cette sphère-ci humaine, pour moi, l'objectivité n'existe vraiment pas. Tout est toujours interprété, tout passe toujours par notre filtre. Mm-hmm. Hmm. On est tout Donc, en piégé, quoi. et justement, ça te fait quoi? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es branché là-dessus, à cet endroit, où tu ne peux pas faire autre chose qu'être avec tes filtres en train de percevoir? Est-ce qu'il n'y a pas une frustration à cet endroit-là pour toi? Non, je crois qu'il ne s'agit pas d'une frustration, il s'agit quelque part euh, d'une fidélité face à ce que cela a comme capacité de perception. Je crois que c'est plutôt ça en fait. C'est de respecter que à travers ici, ça aura un point de vue et donc une réalité qui sera propre à cette structure énergétique. Je ne dis pas qu'on peut pas la modifier un peu, mais le corps même de la structure énergétique ne peut pas, pour moi, être changé ou dissous. Donc il ne s'agit pas d'une frustration, mais plutôt voilà, d'une notion de fidélité à ce qui se donne à Hmm. travers ceci. Ok. Je te fais une proposition que t'es pas obligé évidemment d'accepter, mais je me dis qu'on parle de structure énergétique, tu parles de la tienne, tu parles de ta possibilité d'aller voir celle des autres avec la tienne. T'es obligé de passer déjà par tes filtres, j'imagine, pour aller contacter celle des autres. Et qu'est-ce que ça donne quand la structure de Nasrine se branche sur celle de Mathieu? Alors, d'aller faire ce grand ou ce saut intuitif à travers la structure de quelqu'un d'autre, ce que ça donne, déjà, ça donne de l'émerveillement. Ça donne de l'émerveillement parce que quand il n'y a plus autant d'identification à ceci, alors il nous est possible d'aller voir la vie à travers un autre point de vue. Donc je ne peux pas plus que tant changer cette structure-ci, et donc mon point de vue sur la vie restera à peu près cela, mais je peux avoir un autre point de vue à travers une autre structure énergétique. Et c'est ce qui m'émerveille à chaque fois, parce que je me dis ô combien il est précieux d'avoir des êtres humains qui ont cette singularité, qui ont un point de vue spécifique sur le monde manifesté. Et je peux voyager à travers leur point de vue pour aller voir ce monde manifesté à travers d'autres yeux. Donc je ne peux pas changer ma structure énergétique, mais je peux voyager à travers d'autres yeux. Et ce qu'il y a de merveilleux dans la structure énergétique de Mathieu, ce qui me touche beaucoup, c'est cette capacité à être autant dans l'intuition que dans un esprit très scientifique et critique de la chose. Il y a comme l'image de quelqu'un qui va regarder les choses au microscope et qui veut comprendre le moindre mouvement de cette petite particule. Pourquoi est-ce qu'elle va là? Et en même temps, il y a quelque chose d'autre qui veut avoir la grande image et qui ne s'intéresse pas tant aux petits mouvements, mais plutôt à quelque chose d'autre, de beaucoup plus puissant, peut-être de plus divin qui régit tout cela et qui veut en même temps, et c'est ça qui est très paradoxal en Matthieu, je trouve, et qui veut en même temps aussi maintenir ce mystère.
Donc quelque part, Mathieu, c'est comme si on avait deux. Il y en a un qui est l'explorateur, qui est le grand aventurier. Là, il adore l'aventure. Et il veut aller comprendre pourquoi ça fonctionne, mais en même temps, il y a cette autre part en lui qui dit non, mais moi, je préfère le mystère. Donc, il y a ces deux énergies qui se chevauchent de très près, et ça donne un grand espace d'observation et d'accueil. Autant pour le côté très scientifique et peut-être même contrôlant, et qui a besoin et envie de contrôler certaines choses, qui a besoin de ça. Autant pour cet autre espace qui a besoin de beaucoup plus de liberté et qui a envie de se laisser surprendre par la vie, même si c'est effrayant par moments. Mais la solitude, je ne comprends pas quand tu m'en parlais avant, tu vois, très cher Mathieu, parce que si on observe Mathieu durant sa vie, c'est une énergie très solidaire. Et il n'y a pas tant de béquilles là autour, il n'y a pas tant de Mathieu sera peut-être pas dans son énergie comme ça automatiquement aller solliciter je ne sais qui lorsqu'il a besoin. C'est une introspection qui se fait, c'est beaucoup avec soi. Et donc je ne comprenais pas pourquoi tu me parlais de cette solitude, parce que pour moi elle est très présente dans ta vie. Enfin, excuse-moi, je voulais pas trop m'étaler, mais non, c'est moi qui te pose la question, je te remercie, c'est un cadeau, c'est chouette. Merci pour ça. Et est-ce que justement, ce qui m'intéresse aussi à travers ça, c'est est-ce que quand tu reçois des gens ou quand tu fais des séminaires, des formations, des conférences ou des séances individuelles, est-ce que tu procèdes de la sorte pour avoir certaines réponses? Est-ce que tu le fais intérieurement? Est-ce que tu le partages avec la personne? Est-ce que tu te l'autorises pas sans lui demander la permission? Je sais pas. De transmettre des informations. Oui, mais de te brancher à l'endroit où la personne perçoit dans ton ressenti comme tu viens de le faire avec moi. Alors c'est quelque chose qui se fait naturellement. Parce que nous sommes pas séparés de toute façon les uns des autres. Donc d'aller faire ce saut intuitif à l'intérieur de l'autre, c'est quelque chose c'est un mécanisme très naturel. Après, je ne vais pas, ou je ne sais pas si je vais, parce que tout s'orchestre à chaque instant. Et donc, il n'y a pas de principe qui va dire, Nasrine, tu ne vas pas transmettre telle information à telle personne, ou tu vas seulement donner des informations si on te les demande. Donc, il n'y a pas de règle là-dessus. Je ne sais jamais comment ça se donne. Ok. Ouais, ça se fait sur le moment, de la façon dont ça se fait. C'est un mélange de ta perception, toi qui vas faire un petit tour avec les yeux de l'autre dans ta perception quand même, et tout ça mélangé qui donne le moment que tu partages avec les gens. C'est ça, c'est une danse. C'est une danse avec tous ces différents univers. C'est une danse cosmique. Ok, j'avais le mot de soupe, mais c'est beaucoup mieux danse. C'est plus joli. La soupe, c'est pas très sexy. Euh, du coup, tu me disais tout à l'heure que tu accueillais bon nombre de personnes qui se disaient elles-mêmes hypersensibles. Et c'est drôle parce que donc j'ai déjà reçu Saverio Tomasella, je ne sais pas si tu le connais, mais qui s'intéresse beaucoup à ce sujet-là et qui est concerné par ce sujet-là également. Et en fait, dans la façon dont on peut se déclarer hypersensible, comme tu le disais tout à l'heure, souvent c'est relié à une douleur dans son rapport au monde. Et est-ce que, d'après ce que tu connais à travers les témoignages des gens que tu croises, tu as l'impression que les hypersensibles avérés, autoproclamés ou proclamés, ont un rapport à l'ego plus problématique? Vu que tu es en contact avec pas mal de personnes qui ont ce rapport-là au monde, ou en tout cas qui le sentent comme ça, donc du coup il n'y a pas de raison de les contredire là-dessus, est-ce que toi tu sens que ils sont dans une susceptibilité et dans un donc rapport à l'ego douloureux? Et est-ce que tu veux nous en parler? Mais c'est vraiment pas une obligation. L'hypersensibilité est un vaste sujet. Et Oui. aussi, ça dépend toujours aussi, tu vois, de l'histoire de la personne. C'est-à-dire de comment est-ce que l'idée même d'être hypersensible, elle ne nous tombe pas comme ça du ciel. Elle s'est construite au fil des ans, au fil des expériences. Et il est vrai que cette susceptibilité dont tu parles est certes très présente auprès des personnes que j'accompagne et qui se disent souffrir de cette hypersensibilité. Mais à nouveau,
Tu vois, tu as dit avant, je trouvais ça très intéressant. Bah, pour finir, quand les personnes se regroupent, quand la personne voit qu'elle n'est pas seule, qu'il y en a d'autres aussi qui sont hypersensibles, entre guillemets, alors ils arrivent à utiliser cet outil à meilleur escient. Il y a quelque chose qui peut paraître assez paradoxal, mais cela peut devenir dangereux. C'est ce que j'ai pu observer à travers les accompagnements et j'accompagnais des groupes de personnes hypersensibles sous la supervision de différents psychologues ou psychiatres. Et ce que j'ai pu observer, très cher Mathieu, je ne sais pas si je dévie là, mais j'avais juste envie de faire cette parenthèse, c'est que on ne sort pas forcément de la souffrance. On a l'impression qu'on en sort de cette souffrance que peut induire cette étiquette l'hypersensibilité. On n'en sort pas forcément en se retrouvant dans un groupe. On partage la souffrance, mais elle est toutefois là. Et pour moi, ça peut parfois donner un sentiment un peu illusoire de bien-être aussi que de se dire « Ah, mais l'autre aussi ». Mais je me retrouve dans la même problématique, mais peut-être inversée. Avant, je me disais que j'étais seule à être si sensible, par comparaison à autrui. Et maintenant, je me dis que je ne suis pas si seule, par comparaison à autrui. Donc, le problème de cette comparaison, qui se retrouve dans notre vie quotidienne à multiples reprises, ce problème-là de comparaison est toujours présent. Et si je ne vais pas investiguer ce qu'est et d'où provient ce besoin de me comparer à l'autre, cette blessure, ne pourra jamais véritablement guérir, que je sois seule face à mon hypersensibilité ou en. Donc, finalement, tout passe toujours par cette voie d'accueil. Mais la voie d'accueil abolit l'idée d'une normalité parce qu'elle n'existe pas. Abolit vraiment l'idée de... D'ailleurs, le jour où on se rendra compte que la normalité est hautement dangereuse, on arrêtera de l'applaudir bêtement. Donc, je ne sais pas si ça va dans le sens, là, très cher. Si, bien sûr, bien sûr. Comme je te dis, moi, je prends ce qui résonne pour toi, sans trier, si tu veux. Mon avis personnel, des fois, je vais le donner parce que ça me fait rebondir, mais j'ai aucunement l'intention de te dire, tu réponds à côté, tu réponds là où t'es, c'est bien l'intérêt de ce qu'on partage. Donc, merci pour ça, vraiment. Et d'ailleurs, il y a deux chemins qui s'ouvrent devant moi là tout de suite. Il y a celui où tu évoques ce mot de normalité. Alors, je sais pas si tu connais Issa Padovani, mais on a passé plus de 7 heures ensemble à discuter de ce sujet-là. Et on abordait ce thème de la normalité avec nos visions à nous, nos questionnements, et la danse qui s'est faite à ce moment-là entre lui et moi. Et pour le coup, je me demande, vu que tu mets ça sur le tapis, est-ce que tu voudrais qu'on fasse une petite parenthèse où on parle de ça? Est-ce que ça t'irait? Avec plaisir, très cher Mathieu. Bon, ok. Parce que là-dedans, en fait, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ta manière de voir les choses par rapport à cette normalité, ça me questionne. Comment tu abordes ça? Pour toi, c'est une illusion, point? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus à en dire? La normalité est une illusion. Si on regarde les choses à travers le monde du rêve, oui. La normalité, si on prend le corps physique, ne serait-ce que le corps physique, prenons l'hypersensibilité, l'exemple d'avant. Ce qu'on a pu observer, c'est que les personnes hypersensibles, on va rester dans ces étiquettes, ont sur leur membrane cellulaire beaucoup plus de récepteurs, des types spécifiques de récepteurs, je ne vais pas trop rentrer en détail là, ont beaucoup plus de récepteurs, d'antennes, imaginez ça comme des antennes, que quelqu'un qui se dit ne pas être hypersensible. Donc, on a déjà, au niveau de notre empreinte cellulaire, une structure qui est propre à ceci. Si je prends mes cellules et que j'essaie de les mettre à l'intérieur de ton organisme, bien que les cellules se ressemblent, ton organisme va les rejeter. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y avait une base fondamentale à la normalité, je pourrais faire ce transfert-là de cellules. Ce serait égal ici et là. Mais il y a quelque chose qui est déjà intrinsèque à la structure biologique de ce corps physique qui dit que c'est différent de tout autre.
corps physique. Donc, si on observe déjà juste les choses à travers cet angle de vue, on s'aperçoit que bien que nos corps physiques se ressemblent, hein, tous un nez, etc., la structure fondamentale au niveau ici cellulaire, mais au niveau génétique et épigénétique, est hautement spécifique, propre à chacun. Donc, je ne sais déjà pas comment est-ce que je peux créer des ponts pour pouvoir après parler d'une certaine normalité. La normalité est peut-être aussi souvent confondue quelque part avec ce qui pour nous est moral, ce qui entre dans le registre là de la morale. Ceci est moral, ceci est amoral, etc. Donc il y a par moments aussi une confusion avec cela peut-être. On cherche à être ce que le conditionnement nous dicte afin d'être approuvé et surtout afin d'être aimé par autrui. Parce que cette quête vers la normalité, ce n'est pas tant pour se fondre dans la masse. Il faut bien observer les choses. Aujourd'hui, l'ère à laquelle se trouve l'être humain, on est dans quelque chose qu'on pourrait appeler l'humain a envie de s'ériger au statut presque de Dieu. Il a envie de faire briller sa singularité. Il est là face à la vie et il a envie de dominer cette vie. Et il n'a pas envie de se fondre avec elle. Et quand je dis la vie, j'inclus les humains qui nous entourent. La normalité voudrait dire que mes contours s'effacent. S'effacent avec les tiens. Qu'il n'y ait plus de distinction possible. Or, ça va totalement à l'encontre de la dualité, de la mécanique de la dualité. Donc il faut aussi observer une chose, c'est que c'est très paradoxal. Fondamentalement, quand les gens cherchent la normalité, ils cherchent à être aimés. C'est ce qu'ils nous disent quelque part, au plus profond d'eux-mêmes. Ils nous disent, je veux créer un pont avec l'autre pour que je puisse être reconnu par l'autre, pour que je puisse être vu et aimé par l'autre, pour que je puisse me sentir bien dans une communauté, pour que je puisse interagir avec le monde. Et la normalité peut être très dangereuse quand on s'engage sur cette voie-là, parce que finalement, il faut mettre à l'arrière-plan cette singularité-ci pour pouvoir se fondre avec autre chose et qui ne correspond pas forcément à un terrain propice à notre propre évolution. Donc, il y en aurait des choses, je comprends pourquoi tu as passé des heures à en parler. Ah oui, bah là, dans ce que tu m'évoques, déjà, bah voilà, oui, je te suis et c'est intéressant comme éclairage. Et là où j'en suis de ma réflexion vis-à-vis de tout ça et de mon ressenti de tout ça, c'est qu'en fait, la normalité donne l'illusion d'une objectivité, justement. Ça rejoint un autre terme qu'on a déjà cité, et que dans cette objectivité que l'on pense partager, il y a le fait de ne pas être seul au final, et que du coup, c'est très rassurant. En fait, c'est un peu artificiel et c'est presque, je dirais, instinctif, parce qu'il faut ne pas avoir conscience de cette quête pour qu'elle soit valable. Parce que si on est consciemment en train de faire cette recherche, je crois pas que ça marche. On peut pas se faire des blagues aussi fortes, je pense. Mais donc il y a ce désir d'objectivité dans la normalité, je crois. Comme ça, on vit tous dans le même monde, on a tous les mêmes règles, on sait ce qui est pas bien, ce qui est bien, comment il faut dire, comment il faut pas dire, comment il faut se comporter, pas se comporter, etc., etc. Et oui, c'est là où intervient la manipulation des masses. Ce n'est pas possible s'il n'y a pas de normalité, n'est-ce pas? Si chaque être humain goûtait à sa singularité et à cet être libre qu'il est totalement imprévisible, tout le système s'effondrerait. Et en même temps, si tout le monde le faisait en même temps, même moi j'ai peur. C'est ce que je souhaite au fond, mais même moi j'ai peur de ça. C'est impressionnant hein, de se dire, si on joue avec l'idée, là pour moi c'est la panique qui se saisit de tout le monde en même temps, mais de façon différente du coup en plus. Oui, oui, ce serait des univers, dans des univers, dans des univers, dans des univers. Oui, oui. Difficile à imaginer, n'est-ce pas? Oui. Oui, on a été trop programmés. On a été trop programmés. On restait dans notre case. Mais ça a beau soulever quelques peurs, c'est aussi avec, tu vois, une certaine joie que j'aborde ça. Oui. J'aime bien ces expériences de pensée-là. Et surtout, d'ailleurs, ça rejoint l'univers des hypersensibles, selon moi, puisque ils sont nombreux à dire qu'ils sont en porosité trop grande avec l'extérieur. Du coup, c'est bien que le fait de leur singularité leur échappe à ce moment-là. Ils ont des spécificités au niveau de l'intensité de leur ressenti, et pour autant,
ils estiment que c'est dû à une porosité avec le reste du monde. Comment tu vois ça, toi? Aïe, je trouve, j'aime bien ce terme porosité, en fait. Tu vois, je vais prendre une image ici à nouveau au niveau de la cellule. La cellule, si elle n'a pas d'aquaporine, l'eau ne peut pas passer. Et j'aime observer, en fait, l'humanité comme un organisme. Hein? Donc, chaque être humain est comme une cellule ou une fonction, a une fonction spécifique. Et ce qui est merveilleux, je trouve, à travers ces personnes qui possèdent cette extrême porosité, finalement, c'est qu'elles confèrent à l'humanité, dans son ensemble, une autre façon d'aborder le système émotionnel. Donc, pour que l'organisme humanité puisse être en santé, il faut une certaine proportion d'hypersensibles qu'on pourrait peut-être imaginer comme le système émotionnel. Donc, chaque groupe, quelque part, d'êtres humains a sa fonction aussi à accomplir. Et cette extrême porosité est vraiment importante parce que si elle n'était pas là, si cette sensibilité n'était pas là au sein de l'humanité, alors nous deviendrons rapidement des robots. Nous serions uniquement pris par nos modes de pensée. S'il n'y avait plus ce système émotionnel et qui se maintient debout grâce à ces personnes au niveau de la collectivité, s'il n'y avait plus cela, alors il n'y aurait plus d'humanité telle que nous la connaissons. Donc elles ont un rôle très important à jouer. Cette porosité est absolument fondamentale. S'il n'y a pas de porosité au niveau de la cellule, l'eau, l'énergie première du corps physique, ne peut pas pénétrer à l'intérieur de la cellule et les changements au niveau du noyau cellulaire, au niveau de l'ADN, ne peuvent pas se produire non plus. Donc elles sont capitales. Capitale et capillaire, du coup. Écoute, je vois le temps qui nous est imparti touche à sa fin et même j'ai même un peu débordé sans m'en rendre compte. Je te prie de m'excuser. Mais justement, en plus, tu ouvres des choses qui déboucheraient sur des heures de discussion, donc on va s'arrêter là. Mais de toute façon, c'est prévu dans ces entretiens. À la fin, je suis toujours un peu frustré parce que c'est un tel plaisir d'échanger que du coup, quand ça vient à finir, il faut faire le petit deuil de la fin de discussion, tu vois.